J'ai tenu ce mariage bien plus longtemps que ma dignité ne le recommandait. J'ai avalé l'humiliation avec un sourire propre et une chemise repassée, jusqu'au soir où ma femme a résumé notre histoire en une phrase de trop, devant témoins, verres à la main. Et là, j'ai compris que je n'étais plus son mari. J'étais son alibi préféré, celui qu'on accuse pour expliquer une vie qu'on n'a pas eu le courage de choisir. Et cette fois, je n'ai rien avalé du tout. C'est drôle, comme une vie commune peut se terminer entre un tataki de thon, une bouteille de Côte du Rhône tiède et trois anciens camarades de fac qui rient un peu trop fort pour avoir l'air heureux. Ce soir-là, on était à Lyon, dans un bistrot prétentieux, du 6e, avec des suspensions en laiton, des serveurs barbus qui disent « Les assiettes arrivent », comme s'ils annonçaient un héritage. Ma femme, Camille, avait insisté pour qu'on y aille. Ça me fera du bien de revoir les autres, qu'elle m'avait dit, avec ce ton léger qu'elle prenait quand elle me demandait quelque chose qui allait, de manière mystérieuse, me coûter de l'argent ou de la patience. Souvent les deux. J'avais accepté. Bien sûr, j'acceptais encore beaucoup de choses à l'époque. J'étais ce genre d'homme raisonnable que les gens adorent, tant qu'ils ne cessent pas d'être raisonnables. Autour de la table, il y avait Thomas, devenu consultant, et insupportablement fier de ses voyages à Singapour, Inès, qui travaillait dans l'édition et disait narratif au lieu de histoire, et Mehdi, vaguement sympathique, vaguement opportuniste, le type de garçon qui penche la tête quand il vous écoute pour donner l'impression qu'il a une âme. J'ai commandé un bourguignon. Camille a pris un seviche parce qu'elle était dans une période « je fais attention », formule française qui signifie généralement « je me plains en silence et je commande un dessert ». Au début, la soirée s'est déroulée comme toutes ces soirées entre gens qui veulent prouver qu'ils ont bien vieilli. Souvenirs de fac, stage minable, ex-toxique, prof ridicule, loyer hors de prix, syndic catastrophique, RER supprimé, mutuelle qui rembourse des clopinettes, tout le folklore de notre génération diplômée est légèrement fatigué. Camille riait beaucoup, un peu trop. Elle posait sa main sur mon avant-bras de temps en temps, comme on pose un objet familier sur une étagère. Pas par tendresse, par habitude, je la regardais faire, et j'avais déjà cette sensation précise, celle qu'on ressent dans une salle d'attente avant qu'un médecin prononce quelque chose qu'on sait déjà. Il faut dire que depuis 18 mois, j'entendais Camille parler de notre mariage, comme d'un choix administratif regrettable. Jamais frontalement avec moi. Non. Madame préférait la méthode diffuse, celle des petites phrases lâchées à d'autres, à sa cousine sur WhatsApp, à une amie croisée devant la boulangerie, à une collègue après 2 verres, à son ancien camarade de master qui la comprenait. J'avais commencé à les noter un soir de novembre, après l'avoir entendu dire au téléphone depuis la cuisine, porte entr'ouverte. Je crois qu'on s'est mariés parce qu'on était au bon âge sur le papier. Cette phrase-là, je l'avais écrite dans une note sobrement intitulée « Observation ». J'aurais pu écrire « Symptômes » ou « Autopsie en cours », mais j'aime le professionnalisme. Ensuite, il y en avait eu d'autres. Parfois, j'ai l'impression d'avoir sauté une étape. On s'est casé trop vite. Je l'aime bien, mais est-ce que c'est vraiment ma personne? J'ai peut-être choisi la sécurité au lieu du vertige. Celle-là, je l'avais beaucoup aimée. On aurait dit une 4e de couverture pour un roman qu'on n'achète pas. J'aurais préféré qu'elle me trompe franchement, plutôt que de me transformer en concept littéraire. Le plus élégant dans cette histoire, si je peux employer ce mot sans m'étouffer, c'est que je ne criais jamais. Je posais des questions. J'écoutais. J'allais bosser. Je payais les factures. Je réglais les virements du loyer, les assurances, sa reprise d'études, ses trajets, ses urgences. C'est juste ce mois-ci. Il y avait même eu cette histoire avec Julien, un type de son ancienne boîte. Rien de physique, comme elle l'avait répété 300 fois avec l'assurance d'une avocate stagiaire. Juste des messages, des appels tardifs, des confidences, une proximité émotionnelle. Cette expression me faisait rire. Une proximité émotionnelle. En France, on adore renommer les trahisons pour qu'elles passent mieux avec le café. J'étais resté. Pourtant, on avait fait une thérapie de couple dans un cabinet près de Bellecour, avec une psy très calme qui nous demandait de reformuler nos besoins, pendant que Camille
reformulait surtout son insatisfaction. Et moi, comme un imbécile bien élevé, j'avais encore cru qu'on réparait quelque chose. Cette nuit-là, au restaurant, vers le 3e verre, Thomas a lancé une blague sur leurs 20 ans perdus à manger des pâtes et à draguer des gens toxiques. Tout le monde a ri, et Camille, les joues un peu roses, les yeux brillants de cette franchise que l'alcool rend si paresseuse, a levé son verre et a dit, avec un petit sourire, « Franchement, je crois que je me suis marié trop tôt. On a quand même un peu gâché nos 20 ans. Tous les deux. » Il y a eu ce silence minuscule, délicieux, celui où les gens comprennent qu'ils assistent à quelque chose de privé qui vient de devenir public. Inès a baissé les yeux sur sa serviette. Thomas a fait semblant de rire encore. Mehdi a regardé son verre comme s'il contenait une issue de secours. Moi, j'ai regardé Camille. Elle ne semblait même pas réaliser l'ampleur de ce qu'elle venait d'avouer. Ou alors, si, et c'était pire. J'ai pris ma serviette. Je l'ai posée à côté de mon assiette. J'ai sorti ma carte. J'ai demandé au serveur d'un ton tranquille d'encaisser ma part et celle de la table. Oui, toute la table. Tant qu'à clôturer quelque chose, autant le faire proprement. Puis j'ai regardé ma femme, et j'ai dit, calmement, « Tu as raison, il n'est peut-être pas trop tard pour corriger cette erreur. » Elle a cligné des yeux. Thomas a murmuré mon prénom. Inès a dit, « Attends, elle plaisantait. Cette vieille spécialité nationale. Requalifier un aveu en plaisanterie quand l'addition morale arrive. J'ai laissé les billets pour le pourboire. J'ai pris ma veste, et je suis sorti sans me retourner. Dehors, l'air de mars était froid et sec. La ville avait cette élégance un peu arrogante des soirs de semaine. Les terrasses chauffées, les scooters, le tram au loin. Mon téléphone a vibré avant même que j'atteigne le coin de la rue. Camille appelait déjà. Je l'ai laissé sonner. Puis encore. Puis encore. Ensuite, les messages ont commencé à tomber. Tu fais quoi? Reviens. T'es sérieux? C'était une blague. Ne me laisse pas comme ça. J'ai levé la main pour arrêter un taxi. Et c'est à ce moment précis, en voyant son nom s'afficher pour la 5e fois, que j'ai compris que je n'étais pas en train de quitter un dîner. J'étais en train de sortir. Enfin, d'un mensonge qui durait depuis bien plus longtemps que notre mariage. Et je n'allais pas rentrer dormir chez moi. Pas cette nuit, ni peut-être jamais. J'ai passé la nuit chez mon frère, Adrien, à Villeurbanne, dans son 2 pièces, au-dessus d'un tabac qui sentait le café froid et le loto perdu. Il m'a ouvert en jogging, m'a regardé une seconde, puis il a simplement dit « Ah, enfin !» C'est tout ce qu'il a trouvé. Et honnêtement, c'était parfait. Dans ma famille, on n'est pas très porté sur les grandes scènes. On préfère les phrases courtes et les diagnostics propres. Il m'a posé une bière sur la table basse. J'ai refusé. Il a haussé les épaules. Donc, c'est ce soir que le Titanic a touché l'iceberg. J'ai presque souri. Je me suis assis sur son canapé gris, aussi confortable qu'un rendez-vous à la CAF. J'ai posé mon téléphone écran contre bois. Il vibrait sans arrêt. Appels, messages, vocaux. Camille venait de découvrir ce mécanisme fascinant. Les mots ont un prix quand quelqu'un décide enfin de les encaisser. Adrien s'est assis en face de moi. Il m'a regardé avec cette tête qu'il prenait déjà quand on était gamin, et que j'arrivais avec un bleu ou une déception. « Tu veux me raconter, ou tu veux juste t'énerver en silence ?» J'ai répondu « Les deux, mais dans le bon ordre. » Alors, je lui ai raconté le dîner, la phrase, les regards, mon départ. Il a hoché la tête, comme un expert comptable qui valide une déduction évidente. Puis il m'a demandé ce que je ne lui avais jamais dit clairement. « Ça fait combien de temps que tu sais que c'est fini ?» J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert l'application Notes, celle que j'utilisais depuis 18 mois, comme d'autres tiennent un journal de bord avant naufrage. Il y avait des dates, des lieux, des phrases exactes, parfois le contexte, parfois l'heure, parfois le nom du témoin. Pas par obsession, par lucidité. Quand quelqu'un réécrit votre histoire à voix haute, vous apprenez à garder des copies. Je lui ai montré quelques entrées. 14 novembre, 22h17, cuisine. On s'est marié parce que ça semblait logique, pas parce que c'était extraordinaire. 3 janvier, vocal à sa cousine. J'ai peut-être choisi quelqu'un de bien, au lieu de quelqu'un qui me faisait vibrer.
28 février. Terrasse rue Mercière, à Inès. Parfois j'envie les gens qui ont raté leur premier mariage plus tôt. Adrien a sifflé entre ses dents. Elle faisait un abonnement mensuel à la plainte, en fait. J'ai répondu « Oui, formule premium, avec option ». Il a relevé les yeux, un peu plus sérieux. « Et toi, tu faisais quoi pendant ce temps ?» La question n'était pas agressive, juste nette, ce qui est pire, parce qu'elle oblige à répondre honnêtement. Alors, j'ai dit la vérité. Je payais, j'organisais, je temporisais, je rattrapais. Je croyais que la patience avait une valeur morale, alors qu'en couple, parfois, elle n'est qu'une facilité bien habillée. Camille avait repris des études 2 ans plus tôt, un master professionnalisant à l'Université catholique. Très bonne idée sur le papier, très coûteuse dans la réalité. J'avais financé les frais d'inscription, complété le loyer quand son alternance avait sauté, couvert ses transports, sa mutuelle, ses petits découverts exceptionnels qui avaient la régularité d'un abonnement Netflix. Elle promettait toujours « Quand ça ira mieux, je te rembourserai une partie ». Formule élégante, vague, recyclable à l'infini. Pendant ce temps, moi, je bossais dans la gestion patrimoniale. Je faisais des journées longues, des rendez-vous clients, des déjeuners où des gens très riches vous expliquent qu'ils ont peur du lendemain depuis leur résidence secondaire. Je rentrais tard. Je trouvais parfois Camille distante, parfois charmante, souvent ailleurs. Et il y avait eu Julien, bien sûr. Impossible de raconter notre chute, sans parler de cette répétition générale. Julien, c'était un ancien collègue à elle. Barbe propre, messages subtils, playlists envoyées à minuit, un champion de la confidence calibrée. Rien d'assez sale pour être spectaculaire, tout suffisamment déplacé pour être clair. Je l'avais découvert un mardi, en cherchant le mail d'un notaire sur notre ordinateur commun. Une notification WhatsApp avait glissé sur l'écran. Son nom, un cœur gris, le raffinement des lâches. J'avais ouvert, oui, je sais. Les puristes de la morale conjugale froncent les sourcils. Mais je n'étais pas en train de violer un sanctuaire. J'étais en train de constater un incendie. Leurs messages n'étaient pas sexuels. Non. Pire, ils étaient intimes. Avec toi, je peux être moi. Tu comprends des choses qu'ils ne voient pas. J'ai l'impression d'avoir raté un embranchement. Je me souviens encore de ma fatigue ce soir-là. Pas de ma colère, de ma fatigue. Comme si mon corps s'était dit « Ah, donc on avait raison depuis le début ». Camille avait pleuré, juré qu'il ne s'était rien passé, coupé les ponts, proposé une thérapie, et moi j'avais accepté, parce que à l'époque, je confondais encore pardon et investissement, comme si, après avoir déjà tant mis dans le projet, il fallait continuer pour ne pas perdre la mise. La psy nous avait fait parler de sécurité émotionnelle, de reconnaissance, de projection. Camille pleurait élégamment. Moi je répondais poliment. On ressemblait à un couple responsable sur un dépliant de mutuelle. En vrai, quelque chose avait cessé ce jour-là. Pas l'amour. Ça c'est plus romanesque. Non. La confiance dans le récit commun. À partir de là, chaque remarque de Camille tombait au mauvais endroit, comme une assiette mal reposée sur une table déjà bancale. Vers 2 heures du matin. Mon téléphone vibrait encore. Elle avait laissé 6 vocaux. L'un dur, l'autre suppliant, puis de nouveau blessé. C'était la playlist complète de la panique. Adrien m'a dit de couper. J'ai mis le téléphone en mode avion. Et, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai dormi sans me demander quelle version de notre mariage on allait me vendre le lendemain. À 8h20, je me suis réveillé avec cette sensation rare. L'air semblait plus net. Même le café soluble de mon frère avait un goût de décision. Je venais à peine de me lever quand on a sonné. Adrien a ouvert. Camille est entrée comme une urgence mal habillée. Jean de la veille, manteau jeté sur les épaules, mascara un peu effacé. Pas dramatique. Non, contrarié surtout. Elle m'a vu dans la cuisine avec ma tasse, et elle a pris ce ton indigné des gens qui pensent encore être du côté de l'évidence. Tu peux m'expliquer ce cirque ? J'ai posé la tasse. Adrien, très aimablement, a attrapé ses clés et a dit « Je vais acheter des croissants ou des protections anti-incendie, selon l'évolution de la scène. » Puis, il est sorti.
me laissant seul avec ma femme. Camille a croisé les bras. Tu m'as humilié devant tout le monde pour une blague idiote. J'ai répondu « Non, Camille. Je suis parti à cause d'une vérité que tu as enfin dite sans faire semblant. » Elle a levé les yeux au ciel. Ce vieux réflexe de femme exaspérée par sa propre responsabilité. Tu dramatises. J'avais bu. Tout le monde dit n'importe quoi après 2 verres. J'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert la note, puis une autre, puis un dossier de capture d'écran. Dans ce cas, tu tiens remarquablement bien l'alcool depuis 18 mois. Elle a pâli d'une manière presque imperceptible. J'ai commencé à lire, calmement, sans élever la voix. Date, lieu, phrase, destinataire. Une litanie propre, clinique, atrocement simple. À la 4e, elle a cessé de m'interrompre. À la 6e, elle s'est assise. À la 8e, elle a murmuré « Tu m'espionnais ». L'accusation paresseuse. Le classique. J'ai répondu « Non. Je t'écoutais quand tu parlais assez fort pour que la terre entière comprenne que tu regrettais de m'avoir épousé. » Elle a essayé la défense sentimentale. J'étais perdu. Ça ne voulait pas dire que je ne t'aimais pas. Puis la technique. On sort d'une période compliquée. Puis la nostalgie. On a traversé tellement de choses. Tout y est passé, même Julien, qu'elle a osé ressortir comme preuve de notre résilience. On a déjà surmonté pire. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai dit la phrase que je gardais depuis des semaines, comme on garde une clé dans une poche. Justement, j'ai arrêté de confondre survivre et réussir. Elle a froncé les sourcils. Quelque chose commençait à bouger derrière ses yeux. Non pas la culpabilité. Ce serait trop noble. Plutôt la peur du réel. J'ai ouvert mon sac, sorti une chemise cartonnée bleu marine, et je l'ai posée sur la table entre nous. Ça fait 3 semaines que j'ai pris un avocat. Elle a d'abord cru à une menace, à une posture, puis elle a vu les intercalaires, les copies, les relevés, les annotations. Son visage s'est vidé d'un coup. « Tu bluffes », a-t-elle dit, avec très peu de conviction. J'ai glissé vers elle, la première page. En haut, il y avait le nom du cabinet, la date, et l'objet, consultation préparatoire, en vue d'une procédure de divorce. Camille a touché le papier, comme s'il allait la brûler. Puis elle a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois, depuis des mois, elle avait l'air de me voir vraiment. Mais il était un peu tard pour découvrir l'existence de l'homme qu'on a passé des années à minimiser. Elle a ouvert la bouche pour parler, et c'est là qu'Adrien a rouvert la porte avec un sachet de boulangerie et le talent du timing absurde. J'ai pris 2 pains au chocolat et 2 croissants. J'ignorais qu'on en était déjà aux pièces à conviction. Camille s'est levée brutalement, a repoussé sa chaise, m'a regardé comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre pendant la nuit. Ce qui, pour une fois, n'était pas totalement faux. Elle a dit, très bas, « Tu ne peux pas me faire ça comme ça. » Et j'ai compris à sa voix qu'elle ne parlait pas du mariage, ni de l'amour, ni même de nous. Elle parlait de son confort, de son récit, de la place que j'occupais dans sa vie, pour que tout tienne encore debout. Et j'allais découvrir, très vite, qu'elle n'était pas la seule à ignorer ce que j'avais réellement supporté, ni tout ce que j'avais déjà préparé. En silence, avant de quitter cette table du 6e arrondissement, avec mon addition réglée et mon seuil de tolérance enfin fermé. Je suis rentré à l'appartement le soir même, pas pour rejouer une scène de couple civilisé devant une tisane, pour faire mes cartons. C'était un T3 à mon chat. Rien de luxueux, mais j'en avais payé l'apport principal. La cuisine, les travaux de la salle d'eau, même cette bibliothèque sur mesure que Camille appelait notre projet, avec un enthousiasme très collectif pour quelque chose financé très seul. Quand j'ai ouvert la porte, elle était déjà là, assise sur le canapé, immobile, comme une actrice arrivée trop tôt sur son propre plateau. Sur la table basse, elle avait posé mon mug préféré. Geste calculé. Presque touchant si on oubliait le contexte. On peut parler calmement. Elle a dit, j'ai répondu, oui, tant que parler calmement ne veut pas dire me refaire avaler 18 mois de mépris en version poétique. Elle a fermé les yeux une seconde, puis a changé de registre. Larmes, voix cassée, souvenirs choisis. Tu sais bien que je t'aime. J'ai juste eu peur de passer à côté de ma vie. J'ai posé un carton sur la table, et j'ai souri,
un sourire très administratif. Et donc, tu as décidé que ma présence serait la preuve du crime. Elle m'a suivi dans la chambre pendant que je pliais mes chemises. Elle parlait vite, comme quelqu'un qui sent un train partir, et tente encore de négocier avec le quai. Encore une thérapie, encore du temps, encore une chance. Le mot encore revenait sans cesse. Fascinant. Chez Camille. Le futur ressemblait toujours à une rallonge de ce qu'elle avait déjà abîmé. J'ai ouvert le tiroir du bureau, sorti le classeur où j'avais regroupé relevés, virements, frais universitaires, quittances, mensualités. J'ai tout aligné sur le lit. Elle m'a regardé sans comprendre. Alors j'ai commencé doucement, comme pour une présentation à un client un peu lent. Tes frais de scolarité, 9 400 €, le complément de loyer pendant 8 mois, les charges, les billets de train pour tes stages à Paris, ton ordinateur, ton découvert comblé 3 fois, ta mutuelle, et je passe les courses, les vacances, les meubles. Elle a blêmi. Tu comptes vraiment me jeter ça au visage maintenant? J'ai levé les yeux vers elle. Non, je te montre simplement la différence entre ce que tu racontais aux autres et la réalité. Elle a tenté la phrase fatale. Je n'ai jamais rien demandé. J'ai presque ri. Cette phrase méritait un cadre. C'est vrai, Camille. Tu n'as jamais demandé. Tu as juste laissé faire avec le naturel d'une héritière. C'est à ce moment-là qu'on a sonné. Ses parents, bien sûr, elle les avait appelés. Renfort générationnel. Tribunal affectif ambulant. Son père, Alain, ancien cadre bancaire à la retraite, costume sans veste. Sa mère, Sylvie, parfum cher et inquiétude mal maquillée. Ils sont entrés en me regardant comme si j'étais sur le point de commettre une absurdité masculine. Puis ils ont vu les papiers sur le lit, les cartons, Camille en larmes, et l'ambiance a changé de texture. Sa mère a commencé « Vous allez quand même pas tout casser pour une phrase malheureuse ». J'ai répondu « Non, madame, pour une centaine, peut-être plus ». J'ai arrêté de compter quand j'ai commencé à documenter. Son père a froncé les sourcils. Alors je lui ai tendu le dossier. Il a lu d'abord mes notes, puis les relevés, puis les virements, et son visage a pris cette expression rare chez les gens qui découvrent que la version familiale du problème était sponsorisée par le mensonge. Sylvie s'est assise, Camille répétait « Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'ils croient ». Mais personne ne l'écoutait vraiment, pas même eux. Alain a fini par lever les yeux vers sa fille et demander, très sèchement, « Tu mettais de côté pendant qu'il payait tout ». Silence, petit, affreux. Puis j'ai ajouté « Oui, elle épargnait. Moi je finançais le couple. Elle préparait sa sortie en racontant que j'étais son erreur. » Là, plus personne n'a parlé. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence travaillait pour moi, pas contre moi. La suite a cessé d'avoir quoi que ce soit de conjugal. C'était devenu logistique, juridique, presque industriel, ce qui, au fond, me convenait très bien. Les sentiments sont rarement efficaces, les classeurs, beaucoup plus. 2 jours après la scène avec ses parents, Camille a été officiellement destinataire des papiers. Remise propre, accusée de réception, mon avocat avait cette qualité rare. Il parlait comme un homme qui n'avait jamais eu besoin de hausser le ton pour gagner. Et Camille, elle, a commencé sa tournée. Appel à minuit, message à 6 heures du matin. Mail trop long. Passage devant mon bureau, puis devant chez Adrien. Un soir, elle a même attendu en bas de l'immeuble, sous prétexte de me rendre une montre. Je ne l'avais jamais perdue. C'était simplement une nouvelle façon de me tendre un prétexte emballé dans du drame. Adrien est descendu. Il lui a dit, très calmement, « Vous avez divorcé, ou vous faites la promo d'une série. » Elle est repartie vexée, mais pas calmée. Au travail, j'ai dû prévenir l'accueil, puis les RH, phrase humiliantement moderne. Merci de ne pas laisser entrer mon épouse sans rendez-vous. Je vous recommande d'éviter ce moment dans une vie. Il donne soudain un parfum administratif à l'échec. Entre-temps, sa version des faits a commencé à circuler. J'étais devenu, selon les interlocuteurs, froid, orgueilleux, influencé par mon frère, incapable de pardonner une phrase stupide. C'est fascinant comme certaines personnes réduisent des années d'usure à un incident de surface.
un peu comme si on appelait le Titanic un problème de glaçons. Puis la médiation est arrivée. Salle triste, lumière plate, carafe d'eau tiède, décor parfait pour dissoudre les illusions. Camille était venue avec son avocate, et cette expression de femme raisonnable qu'elle sortait pour les circonstances officielles, son camp a tenté le scénario classique. Mariage construit ensemble, effort réciproque, séparation regrettable, besoin d'équilibre. En langage courant, ils espéraient de me faire payer la fin d'une histoire dont j'avais déjà réglé presque toutes les factures. Mon avocat les a laissés parler, puis il a sorti nos pièces, les virements, les frais universitaires, les charges, les captures de messages, les dates de ces déclarations répétées. Même le notaire a fini par lever un sourcil sur l'appartement. Parce que oui, juridiquement, il fallait être précis. Émotionnellement, elle méprisait le mariage. Financièrement, elle aimait beaucoup son rendement. Quand il a été établi qu'elle avait contribué au minimum tout en conservant une épargne personnelle très correcte, l'ambiance a pris ce petit goût sec des réunions qui tournent mal pour le mauvais camp. Son avocate a changé de ton presque immédiatement. C'est une compétence qu'on facture cher. J'imagine. On a fini par converger vers quelque chose de propre. Pas aimable. Propre, pas de pension, pas de théâtre supplémentaire. Elle gardait l'appartement, à condition de racheter ma part, selon une évaluation actualisée. Ce qui l'a obligée à regarder pour la première fois les chiffres comme autre chose qu'un décor fourni par ma carte bancaire. Quand elle a compris le montant, elle a blêmi. Encore, Camille a beaucoup blêmi cette année-là. C'était sa façon tardive d'apprendre l'économie réelle. Après la séance, elle m'a rattrapé dans le couloir. Sans témoin cette fois. Tu veux vraiment qu'on termine comme ça ? J'ai répondu. Non, je voulais qu'on ne vive jamais comme on a vécu les 2 dernières années. Mais celui-là, tu ne me l'as jamais proposé. Elle m'a regardé avec cette vieille habitude. Chercher chez moi une souplesse qu'elle pourrait encore exploiter. Sauf qu'il n'y avait plus rien à négocier. Pas par cruauté, par épuisement terminé. Elle a murmuré qu'elle pouvait changer, que la thérapie pouvait encore nous sauver. J'ai presque admiré sa persévérance. Certaines personnes confondent rédemption et prolongation. Je lui ai dit non, simplement, sans colère. Le vrai luxe, parfois, c'est un non propre, sans tremblement. Elle est restée immobile pendant que je m'éloignais, et je crois que c'est ce jour-là, plus encore qu'au restaurant, qu'elle a compris que je ne reviendrais pas. Le divorce n'était pas encore prononcé, mais le mari qu'elle rappelait à l'ordre n'existait déjà plus. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur du vide après elle. J'avais surtout hâte de voir ce qu'il y aurait enfin à la place. Le plus étonnant. Après une séparation comme celle-là, ce n'est pas le silence, c'est l'espace. Soudain, tout reprend une taille normale. Les pièces, les week-ends, le cerveau. J'ai emménagé quelques mois plus tard dans un appartement plus petit, vers mon plaisir, clair, sans souvenir encadré, ni meubles choisis. Ensemble, j'ai gardé peu de choses. Mes livres, 2 lampes, une machine à café correcte, et cette manie nouvelle de respirer sans demander l'autorisation à l'ambiance. L'argent du rachat de ma part est arrivé. Proprement, le notaire a bouclé ça, sans poésie, ce qui me va très bien. La poésie a déjà fait assez de dégâts chez les gens mal intentionnés. Camille a encore tenté plusieurs retours. Un message le jour de mon anniversaire. Je pense encore à nous. Un autre à Noël. J'espère que tu vas bien malgré tout. Puis une apparition absurde un samedi matin, devant la boulangerie. Manteau beige, air fragile, timing de série française. Elle a dit qu'elle regrettait tout, qu'elle avait saboté ce qu'elle avait de plus stable, qu'elle n'avait compris ma place dans sa vie qu'en me perdant. J'ai répondu que c'était une réflexion intéressante, mais très mal calibrée pour me redevenir utile. Elle a presque souri, puis elle a pleuré un peu, sobrement, comme quelqu'un qui sent bien que la scène arrive trop tard. Je ne l'ai pas détestée. C'est peut-être ça, la vraie sortie. Ne plus haïr, ne plus espérer non plus. Juste classer, fermer, avancer. J'ai repris contact avec des amis que j'avais laissés glisser pendant les années de couple. On a recommencé les dîners improvisés, les verres en terrasse, les départs en train sur un coup de tête. Annecy, Avignon, Bordeaux.
J'ai même repris une thérapie. Seule cette fois. Expérience nettement plus rentable. J'y ai compris quelque chose d'assez simple. Je n'avais pas quitté mon mariage au restaurant, ni chez mon frère, ni chez l'avocat. Je l'avais quitté par morceaux, à chaque remarque qu'elle lançait aux autres. À chaque facture que je réglais en servant de décor à son insatisfaction, à chaque fois que je confondais patience et amour, le divorce n'a été que l'officialisation d'un départ intérieur déjà très ancien. Aujourd'hui, quand j'y repense, je ne me vois pas comme un homme abandonné, encore moins comme une victime. Je me vois comme quelqu'un qui a fini par lire correctement ce qu'on lui répétait depuis longtemps. Parfois, la dignité ne fait pas de bruit. Elle pose l'argent sur la table, met sa veste, sort dans l'air froid et ne revient jamais.